trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée. Et dépêchez-vous! Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Jean Weber, le gastronome en culotte courte, et mes cordons bleus sont... Top Jeff, Kinopod, le podcast 3 étoiles au guide du Weber. Le comique de cuisine Atmen Khelif, très ravi d'être là, hein. Voilà, et ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur L'aile ou la cuisse, 1976, réalisé par Claude Zidi, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes ciné-buddies. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Jeff, le fils maudit, et Atmen qui fait son grand retour dans le show et qu'on retrouve comme Jeff avec bonheur. Tout à fait, ravi d'être là et de parler de ce film. Ouais. Alors, une nouvelle recrue, vous disiez aujourd'hui? Comment... Your name. Atmen. Hein? Atmen. Oui, Your name. Bienvenue dans la cour des grands, Atmen, qui nous a beaucoup manqué, fratello. Mais avant de passer en cuisine, un rappel qui a son importance, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec tous les 15 jours une nouvelle fantastique vidéo du chef Romain Lenoff. C'est moi, c'est votre toc. Et de la fine gueule Tintin. Et maintenant, avant qu'Atmen ne se mette au fourneau, Jeff met les petits plats dans les grands et nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, devant un bol de Waterzooi. Charles Duchemin, pape des critiques gastronomiques, est à la tête du fameux guide du chemin, qui donne ou enlève des étoiles aux plus grands restaurants français et incarne à lui seul la justice gastronomique. Oh, mais moi, le Duchemin, je les repère à 100 mètres. Ils peuvent plus m'avoir. Duchemin observe avec appétit l'arrivée de cuisines exotiques et constate avec inquiétude la montée en puissance de Tricatel, Mon fils, je crois que ce Tricatel, je vais me le payer. une chaîne industrielle à la qualité douteuse et dont l'empire grandit, avalant les restaurants étoilés pour y vendre ses poulets de synthèse et son bœuf au pétrole. Mon fils est là? Il est remonté travailler dans sa chambre. Avec l'aide de son fils Gérard, qui rêve de devenir clown, Charles Duchemin va affronter Tricatel sur son propre terrain et son combat ne sera pas de tout repos. Bravo mon pitchounet, tu ne passeras pas à la casserole. Et maintenant, c'est au tour d'Atmen de mettre son tablier de cuisine et de nous raconter la genèse du film. Tout, vous saurez tout sur le Zidi. Magnifique. La genèse du film, elle est assez héroïque comme tous les grands films, je veux dire, et il y a beaucoup de difficultés. Et ça fait à l'arrivée un bon chef-d'œuvre. La cuisine n'a pas été simple. Alors, on se retrouve au milieu des années 70, vers 75, quand tout d'un coup, dans la vraie dans la grande marmite d'un producteur, il a envie de faire revenir De Funès au cinéma. Moi? Vous? Non, c'est... Pourquoi? Parce que ce producteur, c'est un jeune producteur, Christian Fechner. Monsieur Fechner. Oui, quoi? Monsieur Fechner, j'apprends qu'on a besoin de nous demain. Cascade voiture, 10 heures, prêt à tourner. Il a fait des films avec les Charlots. Il a l'idée d'associer les Charlots et De Funès dans un film qui s'appellerait Merci Patron, qui est un petit peu une espèce de dommage à une des chansons connues des Charlots. Merci, patron. Il se trouve que De Funès ne veut plus travailler qu'avec Gérard Houry et il attend un gros film après le succès de Rabbi Jacob qui sera Le Crocodile. Entre-temps, De Funès a une crise cardiaque après la valse des Toréadors où il se démène comme un malade et pour De Funès, c'est fini, plus de cinéma, plus de théâtre. En 75, 2 accidents cardiaques le mettent au lit et le mettent vraiment au placard. Docteur! Docteur! Ah bah tu vas déjà mieux. Mais Fechner est tenace. Il a quand même un bon sujet. Il veut son De Funès et il va le rechercher quand même avec, dans sa valise, dans son écurie, Claude Zidi. Claude Zidi qui a un très bon sujet, qui trouve même le titre dans un restaurant avec un maître d'hôtel qui lui demande l'aile ou la cuisse. Zidi dit d'ailleurs que c'est comme ça qu'on faisait les films autrefois. On trouvait le titre et le film s'enchaînait. Et donc, il trouve un bon sujet, le combat de la malbouffe contre la grande gastronomie, avec comme arbitre ce guide du chemin, avec un fils qui va être bohème, voilà, tout ça marche. Ils vont chercher De Funès,
ils exitent les Charlots, parce que De Funès, les Charlots, en plus, il y a une trahison avec Fechner de la part des Charlots. Donc, on va chercher Pierre Richard, qui est d'accord. Mais après avoir lu le scénario, Pierre Richard dit non. Voilà, il dit non. Il trouve que le film est un peu dur, que le personnage est très dur, mais j'expliquerai pourquoi après. Il ne veut pas faire le film. Peut-être qu'il ne veut pas affronter De Funès, ou peut-être qu'il est parti sur un Francis Weber qui s'appelle Le Jouet. On ne sait pas. En tout cas, ils vont chercher Coluche. De Funès n'en veut pas, sa femme non plus, mais Olivier De Funès, qui avait l'habitude de jouer tous les fils de Funès, donne son aval. Il dit qu'il est très très drôle, aussi drôle que son père, même plus, et on engage Coluche. Donc le mariage Coluche-De Funès va pouvoir se faire. Il va falloir un petit peu travailler les assurances, parce que De Funès n'est pas du tout quelqu'un de très très sûr à cette époque-là. Il sort d'un accident cardiaque, il est très fragile. On arrive à se débrouiller, je la fais court, et le film se tourne à Trappes dans l'été 76. Il faut que je te parle, c'est très important. Ça se passe pas trop mal, la mayonnaise prend, c'est une passation de relais entre De Funès et Coluche. Le film sort, c'est un grand succès, et pour moi c'est, on va dire, 2 films en un. Le dernier grand film de Funès et le premier grand succès de Coluche. Et avec une régularité exemplaire. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose Non, je réfléchissais. Magnifique genèse, fantastique. Avant que je ne passe la parole à Jeff qui va nous parler plus avant du casting, je dois dire qu'il y a un producteur qui a dit à l'époque que Merci Patron n'avait pas été fait parce que le scénario était censé être d'Audiard et qu'il appartenait à la génération vin rouge alors que les Charlots étaient génération pétard. Donc il y avait un problème entre les deux. Et effectivement, comme tu dis, De Funès passe d'hibernatus à infarctus parce que pendant la valse des toréadors, il a ce pépin cardiaque dont tu parles et impossible de l'assurer. 2 sévères infarctus à 9 jours d'intervalle, 2 mois et demi à l'hôpital. Ça m'a fait penser aussi à Peter Sellers, tu sais, qui a eu ses problèmes cardiaques aussi. Et c'est ces grands comiques qui, tout d'un coup, sont obligés de changer de vitesse. Et c'est un De Funès qui se réinvente pour l'occasion. Si je puis me permettre, Peter Sellers jouait la valse des Toréadors aussi, a joué. Il y a eu des problèmes là-dessus. Non, mais c'est quand De Funès a vu Peter Sellers le faire qu'il a voulu le reprendre. C'est une pièce dangereuse pour les comédiens. Mais donc, fini pour lui le cinéma et le théâtre. Régime drastique. On va voir que sur un film de bouffe comme L'aile ou la cuisse, il va pas du tout manger. Contrairement à... Il y a une image très drôle où De Funès dit de Coluche qu'il mange comme un cochon sur le plateau parce qu'ils font des vrais plats, tu sais, probablement comme dans les films comme Le Festin de Babette ou La Grande Bouffe. Alors, pour répéter, Coluche a dit, moi, il faut que je mange un peu, ça ne peut pas répéter. Il a bouffé en plus, il les a volés. Je vous le jure, sur la tête de mes enfants, il a volé 3 gâteaux de riz comme ça. Vous savez, des grandes couronnes. Le 3e, je ne sais pas vrai, il était caché derrière un décor. Il le bouffait comme ça, 3 gâteaux de riz. T'as des vrais cuisiniers en coulisses. On va parler un peu plus de la nourriture au cinéma. Et j'ai des questions pour toi, parce qu'on a un acteur pour une fois dans le show, et on va en profiter. Tu parlais des plats. C'est la scène de l'hôpital où il se fait soigner. C'est vraiment tourné dans un hôpital. Ouais. Et c'est des plats de Le Nôtre. Et ils se rendent compte que les plats disparaissent entre les prises. Et à un moment donné, ils ouvrent une boîte et il y a écrit signé Fantomas. Ouais. Putain, c'est très très drôle. Ouais. Le lendemain, il y a marqué Fantomas a encore frappé. En fait, c'était les internes de l'hôpital qui bouffaient les plats entre chaque prise. C'est drôle. Et quand tu vois le plateau concert à De Funès qui lui rappelle sa convalescence, parce qu'on est là, c'est plus que de l'acteur studio. On raconte qu'il a eu quand même une grosse semaine de déprime quand il a tourné ça, parce qu'il se retrouvait à l'hôpital avec ce plateau comme il avait eu quand il avait eu son infarctus. Mais tu as vu, Fechner, par rapport aux assurances, est obligé d'avoir une équipe médicale en permanence sur le plateau avec un cardiologue, des gens qui sont prêts à intervenir au cas où De Funès est de nouveau un problème. Mais donc la grande idée, c'est effectivement, la grande idée Zidi, c'est le guide Michelin face au début de la malbouffe avec Jeff et son McDonald's. Et d'ailleurs, j'ai une question, j'ai un quiz à cette occasion. Jeff et Atmen, la création du premier McDo en France. À Strasbourg. Et c'est en 80. C'est en 82, un truc comme ça. Non, les années 70. Oui, c'est ça, c'est 72 exactement. Duchemin versus Tricatel, c'est Jacques Borel, c'est ça? Et Trigano. Tricatel, qui est joué par Guillaumard. Tricatel. C'est un nom qui me dit quelque chose, je sais pas pourquoi. Tricatel, je ne sais pas. Et Trigano, voilà, c'était un mélange des deux. Ouais. Mélange de Trigano et Jacques Borel. Sachant que Jacques Borel est né un 9 avril, et visiblement la malbouffe, ça conserve, car ce monsieur a 98 ans aujourd'hui. Mais je suis pas sûr qu'il mange ses produits non plus. Jacques Borel a 80... Et ouais, il a 98 ans aujourd'hui. Incroyable. Et je me disais un truc, tu enlèves le O à Jacques Borel, ça fait Jacques Brel.
Ah ouais, Ah c'est ouais. vrai. Qui aurait pu chanter Le plat pourri qui est le mien. Alors, Bravo. et les mains dans les frites grasses, dans le port d'Amsterdam, tous les trucs. Et juste, ce Jacques Borel, il n'a pas porté plainte contre le film parce que c'est carrément signé, enfin, c'est carrément affiché qu'on se fout un peu de C'est ça, de son vrai. travail, de sa cuisine. Il n'y a Quand pas on eu dit que c'est le Napoléon du prêt-à-manger, l'empereur de la malbouffe, de la effectivement, c'est très. malbouffe, mais qui est vraiment un grand sujet d'époque quand même. On peut dire quand même, Zidi est passé quand même de films, ce que j'appelle les charloteries, la grande charcuterie du cinéma français, Ouais. un peu la moutarde montonnée, la course et l'échalote, a quand même un grand sujet de société. L'arrivée de l'agroalimentaire, la malbouffe, c'est quand même très intéressant face à la tradition Ouais. française. Mais C'est vrai. Zidi sous ses airs de comédie légère et un peu potache, si tu regardes, c'était quand même un précurseur et il voyait les choses dans Le Grand Bazar, qui est une comédie aussi. N'oubliez pas que les 10 premières ménagères qui se présenteront aux caisses avec plus de 500 francs de marchandises auront droit à une réduction très importante sur leurs achats. Ça dénonce quand même l'arrivée des grands magasins des supermarchés. Les fous du stade, même si c'est pour déconner, ça parle un peu de dopage dans le truc. Les ripoux, ça parle des combines dans la police. Ok. Son meilleur film. L'aile ou la cuisse, évidemment, parle des dégâts de la malbouffe. La moutarde montonnée, les paparazzis, c'est très intéressant sa façon. Les paparazzis, bien sûr, tout ça. Donc, il avait vraiment à chaque fois des sujets de société qui allaient devenir des grands sujets de société des années plus tard, quoi. Voilà. Donc, c'était quelqu'un d'assez clairvoyant par rapport à ça, Claude Zidi. Il le faisait passer par la comédie, et ça, c'était très intéressant. C'est-à-dire qu'il visait un public très, très large, un peu comme Yves Boisset, d'ailleurs, qui était plus dramatique. Mais lui, par la comédie, on voit quand même qu'il y a des petits trucs derrière. Et en prenant des grands comédiens, il allait au bout de son sujet, quoi, moi, je trouve. La plupart des grandes comédies sont basées sur des histoires dramatiques, que ce soit Certains l'aiment chaud ou L'emmerdeur, c'est toujours un background qui est un peu tragique et que justement qu'on regarde à travers le prisme de la comédie. Mais ce qui est drôle, et je voulais en parler, c'est que Fechner emmène De Funès chez Lasserre, le grand restaurant français, pour le convaincre, et il paraît que De Funès n'était pas très impressionné par ce genre de choses. On va parler un petit peu de Funès et du casting avec Jeff dans un instant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Fechner arrive à convaincre les assurances, ce qui était très compliqué à l'époque. Et c'est un peu ce que Robert Evans avait fait avec Laurence Olivier sur Marathon Man, qui lui aussi avait eu des problèmes cardiaques et personne ne voulait l'assurer. Et De Funès vivrait encore 7 ans plus tard et Laurence Olivier 15 ans plus tard. C'est étonnant, quoi. Et c'est grâce à Fechner qu'on a pu avoir les derniers films de Funès. Hein. Comme l'a dit Atman tout à l'heure, c'est vrai que La Cuisse reste son dernier grand film, bon film. Après, ça a un peu quand même décliné, même si on est toujours ravi de voir De Funès. Mais c'est vrai que quelqu'un qui jouait tellement sur sa force physique, sur son énergie, de le voir amaigri, et on voit qu'il est obligé de se freiner, de se limiter. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme une voiture, tu peux pas dépasser 90 km/h, tu vois. Tu parlais du médecin qui était présent sur le plateau, Jean-Jacques Benex, qui était premier assistant sur le film, qui a fait un an de médecine. On voit débarquer, il dit putain, mais c'est mon pote, c'était un pote à lui en fait, mais lui il a fait 7 ans de médecine. Il dit bah alors si lui il arrive à sauver De Funès, il fait bon, bah ça, il arrêtait pas de déconner, de fumer des joints, etc. Alors si lui il est médecin, on est mal barré, quoi. Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi. Aguezie. Qui c'est ça? Tu trouves pas aussi que cette fragilité lui amène une espèce de quelque chose d'émouvant, une émotion aussi qu'on n'avait pas totalement vue? Ça, c'est son meilleur film. Hein. Voilà, pour moi. Il y a une sensibilité qu'on ne voyait pas forcément parce qu'il est caché derrière ses mimiques, etc. Et là, il a quelque chose dans le regard, quelque chose d'assez tendre, d'assez sensible, qu'on ne voyait pas forcément dans ses films précédents, quoi. Ça te fait de la peine, papa? T'inquiète surtout pas. Ah bon? Mais j'aurais aimé l'apprendre autrement. Bon, c'est un film, Atman, qui est beaucoup basé sur les gags. C'est ça c'est la marque de fabrique un peu de Zidi et de Houri également. C'est des gens qui écrivaient leurs gags dans des carnets de gags, tu vois, un petit peu comme Mel Brooks, c'est des joke man, comme on dit. Et il y a un monsieur qui s'appelle Michel Fabre, qui est co-scénariste également. Pour en revenir aux gags, il y a gag et gag, par exemple. Moi, je trouve que quand il avait fait Houri, Lévi et Goliath ou d'autres films, sans De Funès, ça ne passait pas. De Funès a vraiment le sens du gag. Je prends une scène au hasard. La scène du restaurant La Truite, là, cette espèce d'auberge. The menu, please. L'auberge de La Truite. Thank you. L'auberge de La Truite, avec ce gag récurrent de la petite lampe qui tombe, le truc de la cave. On est presque dans La Grande Vadrouille. On est presque chez Houri. Et ça, De Funès le fait très, très bien, avec son accent anglais, récupérer la carte, dire Beaujolais nouveau et nouveau. On est vraiment dans des trucs, tout en gardant aussi ce que fait très bien faire notre ami Claude Zidi. Il a toujours des gags très techniques.
Il a toujours été dans une technicité un peu avant-gardiste qu'on a dans la machine à claques, dans les Soudoués. Trotsky a été assassiné en 1940 aux Jeux Olympiques de Mexico. Là, l'usine Tricatel. Il a vraiment ce truc visuel qui gardera toujours. Voilà. Il a toujours ça dans ses trucs, dans ses films. Et c'est toujours très, très drôle parce qu'on est vraiment dans un truc très Chaplin, très Max Sennett, qu'il a toujours regardé et que De Funès adore. Et aussi, on parlait de Peter Sellers, mais c'est très Black Edwards, qui aussi a cette précision du gag, et c'est presque cartoon par moment, et c'est réjouissant, en fait, si tu veux. Et tu disais qu'effectivement, Pierre Richard avait refusé, parce qu'en fait, il avait dit, il y a une interview qui est très bien, qu'on peut voir sur YouTube, et ce qui va nous amener au casting, d'ailleurs, c'est qu'il avait dit que De Funès pouvait être drôle en lisant Le Bottin, ce qui est vrai, d'ailleurs. Il n'avait pas besoin de scénario ou de situation, alors que lui, Pierre Richard avait besoin de situations très fortes. Ce qui explique pourquoi il a brillé dans les films de mon père, où justement, il a gommer un petit peu ce côté bouffon, over the top, entre guillemets, et qu'il est parti vers un personnage de plus en plus émouvant, jusque dans Les Fugitifs, où il pleure avec sa petite fille autiste, et il est très, très, très émouvant. Je dirais pas ça. Moi, je dirais que quand on voit Coluche au début, et que son père l'envoie bouffer dans plein de restaurants, il a le physique quand même. On va dire, cette scène où il se tape, je l'ai marqué là, un homard, un écrevisse sur pattes, une pièce de charolais. Je voudrais un melon au Porto. Après, je prends un œuf en gelée. Un maquereau aux aromates, un foie gras en brioche. La choucroute, du foie gras. Voilà, du foie gras, un œuf en gelée, tout ça. Non, c'est pas tout. Non. Et puis, alors, je voudrais aussi un rouget grillé. On la tête de veau. Pour ça, il arrive avec un clown aussi de Funès. Pardon, Coluche. Un clown qu'il a créé sur scène. Arrêtez, vous vous êtes trompé, c'est le président de la République. L'espèce de gros clown pâteux à la Laurel et Hardy, à la Hardy. Alors que Pierre Richard, et ça je le rajoute parce que ça il l'avait dit, dans le premier scénario qui avait été donné, Gérard Duchemin devenait plus fort que son père, récupérer la boîte et le ruiner. C'est un personnage un peu négatif qui n'avait pas encore été changé, que Pierre Richard ne voulait pas jouer. Je comprends, qui était en fait une prise de pouvoir par rapport à... Voilà, l'élève ayant dépassé le maître. Voilà. Et Pierre Richard aussi sortait de rôles principaux dans ses films, tu vois. La Montonnet, La course à l'échalote. Est-ce qu'il s'est dit, je vais me faire quand même écraser par De Funès? Après, il a regretté. Il a dit, j'ai été con d'avoir refusé parce que tourner avec De Funès aurait été une opportunité exceptionnelle, quoi. Et puis moi, j'adore ces générations de comiques qui sont ensemble, qu'on verra ensuite dans Papy fait de la résistance, où tu as l'ancienne école et la nouvelle école qui se marient merveilleusement bien. Il paraît que Bernard Ménez, Jeff, et ça va nous amener au casting, il paraît que Bernard Ménez a été pressenti à un moment juste avant Coluche. Mais je pense qu'ils ont fait le bon choix, même si j'aime bien Bernard Ménez aussi. Je ne savais pas. Il y a Georges Belair qui devait tourner, et Coluche, qui était un pote de Zizi, et Coluche a placé son pote Martin Lamotte à la place. Roland, je vais avoir un petit problème pour ce soir. Tu peux pas jouer. Ouais. C'est formidable. Ouais. Et justement, dans ce film-là, on va reparler du casting, on a la bande de Coluche contre la bande de Funès. C'est-à-dire chacun arrive avec ses plats. Il va plus l'expliquer, je pense, Jeff, mais on a les vieux de la vieille, Jean-Sac d'Avray, Montavon. Non. Contre Lanvin, Bouboule, même s'ils ont juste Lanvin, Bouboule, Ficelle, et au milieu, on a Tricatel, les gens du théâtre qui arrivent de chez Villars. Et donc, dans ce truc-là, on a vraiment deux batailles, on a vraiment deux cuisines, deux batteries de cuisine qui s'affrontent. Exactement. Vite, une échelle. Tenez bon, Marguerite, on arrive. Pas d'échelle. Jeff, Claude Jansac, en parlant justement de la bande de Funès. Eh oui. Bon, rappelez que Marguerite. Alors, j'ai revu des trucs, pourtant le film, j'ai vu 50 fois, je le connais par cœur. Marguerite a une robe noire, la vieille Marguerite, avec des marguerites dessus. Ah oui, oui. Et vous savez qui c'est qui téléphone à la Coquille d'Or pour annoncer qu'il y avait un inspecteur du chemin? Vous en êtes certain? Je m'en suis rendu compte en revoyant le film. En fait, c'est Marguerite, parce qu'elle dit, c'est bon, j'ai téléphoné à l'heure. Monsieur le directeur, j'ai bien téléphoné au bon moment, monsieur. C'est parfait, écrivez. Oui. J'ai téléphoné à la bonne heure. Et en fait, Oh, mon ami. on s'appelle De Funès venait dans ses restaurants, même quand il y avait ses guides gastronomiques qui étaient là, ses inspecteurs, justement pour surveiller et voir comment on était servi, si on n'était pas un guide chemin. Et en fait, c'est Marguerite qui le dit, c'est bon, j'ai téléphoné à la bonne heure. Je m'en étais jamais rendu compte. Mais il y a un truc aussi, c'est qu'il y a quand même... De Funès a une grande période de joie dans sa carrière, il le dit dans ses mémoires. 3, 4. C'est le tournage du Grand Restaurant.
Les 20 premières minutes sont extraordinaires. Il vient d'apprendre les chiffres de la Grande Vadrouille, il pète un câble, il est joué avec tout le monde. Et on retrouve dans la première scène, dans cette espèce de coquille d'or, là, au début, où c'est un chemin, où il refait le coup de presque un radis, une eau minérale. Une petite carotte pour le monsieur, saupoudrée de sel, Ah, monsieur Septime. On retrouve un petit peu ce qu'il avait aimé dans cette espèce d'inspecteur ou de patron qui vient surveiller. C'est très, très drôle. Ouais. C'est vrai, mais tu fais bien de parler du Grand Restaurant dont la première partie est absolument éblouissante. Éblouissante, le reste, c'est... Ouais, du très grand numéro, pas loin de Chaplin, effectivement. De Chaplin, l'univers de la bouffe se prête merveilleusement à De Funès, c'est sûr. Mais on peut parler maintenant de la malbouffe avec un acteur exceptionnel du nom de... Ah si, mais c'est toi, Jeff, justement, Julien Guillaumard. Ouais. Ah, d'accord. Ben oui. Bien sûr, et oui. On va parler du... Parce que bon, De Funès, on en a beaucoup parlé déjà dans les précédents shows. Bien sûr. Juste un petit mot sur Coluche. Coluche n'aimait pas faire l'acteur. Ça, c'est clair, il le disait. À chaque fois qu'il allait voir des réalisateurs, il leur disait « Tu fais beaucoup de prises, toi ?» Voilà. C'est pour ça qu'il s'entendait bien avec Zidi. Ils ont fait pas mal de films ensemble. Mais il n'a pas été respectueux avec Gérard Houry sur Le Serpent à Plume, avec Blier. Ça s'est mal passé sur La femme de mon pote. Avec Jean-Yann aussi. Il n'aimait pas refaire des prises et des prises. Là, c'était un de ses tout premiers films. Le premier était un flop, le film de Lecomte. Là, il était face, donc je pense qu'il en ramenait pas trop. Mais quoi qu'il arrive, il s'est pas très bien comporté sur le tournage. Il arrivait en retard, etc. Ouais. Et donc voilà, je voulais parler de Julien Guillaumard. C'est de la part de qui? De tous les coups sont permis. Ça fait partie de ces acteurs qui acceptaient d'être un second rôle et qui l'assumaient. Permettez-moi de le dire, monsieur le président directeur général, mais vous êtes une sorte de génie. Ah, ça vous pouvez le dire, vous pouvez le dire, ça tout le monde voudrait. Ah, c'est partie des grands second rôles du cinéma français. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'accepte plus d'être un second rôle. Les mecs qui ont des gueules de second rôle veulent être les premiers rôles. Peut-être que pour ça, le cinéma marche moins, je ne sais pas. Donc, Julien Guillaumard était né le 3 mai 1928 à Morlaix. Comme l'a dit Atmen TNP, Jean Villard. Il a commencé à faire l'acteur au milieu des années 60. Il a commencé par Le Roi de cœur de Philippe de Broca. Le voleur de Louis Malle, voilà. Il a souvent eu au début des personnages autoritaires et assez antipathiques. Palme d'or à Cannes, un film de Julien Guillaumard. Oui. Z. Bien, bravo. Z où il joue un colonel extraordinaire. Et dans Mort d'un pourri, Borsalino, Adieu poulet, évidemment. L'inoubliable Tricatel de Lalou Lacus, on va y revenir. Et ensuite, dans fin 70 et début 80, il s'est plus allé vers la comédie. Donc, il a fait L'Animal, évidemment, La Zizanie, Inspecteur la bavure, Les ripoux, etc. Il est assez éclectique, hein, parce qu'il enchaîne quand même Les Ringards avec Cher Papa, où il donne la réplique à Vittorio Gassman, évidemment. Et, à mon avis, le film où il est au sommet, c'est avec les dialogues d'Audiard, c'est dans L'Incorrigible. C'est une masterclass. Il vole les selles à tout le monde, même à Jean-Paul. Et Dieu sait si je l'aime, mon Jean-Paul. Mais du moment où Guillaumard est à l'écran dans L'Incorrigible, plus personne n'existe. Je vais juste citer cette réplique magnifique à la fin, quand il parle du Mont-Saint-Michel. Pendant que la racaille joue au golf, le sable attaque la maison de Dieu. T'aurais quand même pu m'attendre. Pendant que la racaille joue au golf, le sable attaque la maison de Dieu. C'est juste exceptionnel comme phrase. Et un jour, il faudrait faire L'Incorrigible, hein, je pense. Voilà. On va finir sur Voilà ce qu'on L'Incorrigible. pouvait dire sur Guillaumard. Après, on pourra revenir sur quelques petits rôles tout à l'heure, si vous voulez. Ouais, tout de suite. Voilà. Mais Atmen, moi, je dois te dire que, en fait, Guillaumard appartient. Tu parlais de second rôle, mais c'est cette génération des très grands second rôles de l'entre-deux-guerres, tu sais, comme Saturnin Fabre, comme Larquet, des gens qui avaient un phrasé très particulier. Effectivement, Jeff, il y en a plus beaucoup des gens comme ça, et ça donne tout d'un coup une saveur comme d'une recette de cuisine. Ça met une épice dans un film qui est exceptionnel. Non, la seule difficulté consiste à trouver un adversaire à ma taille. Il faut aller plus loin. Il n'y a pas de grand second rôle. On n'écrit plus de second rôle. C'est ça qu'il faut dire. Ouais. Quand ton père écrit, pas l'huissier, le mec là, le mec des Cheval. impôts dans le dîner de con, en cheval. Le mec a 4 scènes, il prend un César. Je veux dire, on écrit comme ça. Et c'est une écriture très théâtrale. Où tout d'un coup, par exemple, tu vois, même dans To Be or Not To Be, le mec, le général à Gerhardt, il a un Oscar, ce qui est joué par Charles Durning chez Mel Brooks. À l'époque, on savait écrire. On savait que Blier, qui a commencé par des premiers rôles dans des seconds films, a fini toute sa carrière avec des grands seconds rôles. Les mecs ou Galabru avait 5-6 jours dans tous les films français. Ça te fait des meilleures filmographies. Et pour revenir sur L'Incorrigible, moi, je regarde la scène qu'il est Antinéa, tu es un courant d'air. On voit Belmondo, qui lui assume de jouer
face à des grands comédiens. C'est lui qui les impose d'ailleurs, Belmondo. Regardez Guillaume jouer, mais c'est jubilatoire. J'absoudrais un étranger de me sortir un tel sophisme. Mais toi le compagnon de l'ermite, le témoin du sage. Les mecs se renvoient la balle, ça n'existe plus. Je veux dire, c'est pas des combats truqués. C'est pas des combats truqués. Ces acteurs-là, comme Delon, Belmondo, ils les affrontent, les grands mecs de chez Villars. Ils viennent du théâtre. Je voudrais revenir au casting avec toi, Jeff. On a Raymond Bussière qui, quand il est vieux, ressemble à Buster Keaton vieux, je trouve. De restaurant à midi, monsieur n'a pas peur de se surmener. Et Dalio qui arrive de Rabbi Jacob et qui est formidable dans le rôle du tailleur. Oh, si vous courez comme ça tout le temps, vous serez réussi à l'Académie française en petit slip. Comme l'a dit Atmen, c'est la bande à De Funès. Raymond Bussière qui a fait quand même L'assassin habite au 21, Casque d'or. Mais pour notre génération, c'est l'élève des sous-doués. Gaston Pourquier. Comment vous appelez-vous, mon grand? Élève Gaston Pourquier. Raymond Bussière était un comédien engagé. Très dans les syndicats, etc. Dalio, donc tu as parlé évidemment. La comédienne Anne Zakaria. Vous prenez un sténo? Erasmo? Langues étrangères? Quelques-unes. Parle italiano et auto la svenska, I speak English. Muy bien. Écrivez. Qui aujourd'hui a 63 ans, est une actrice suédoise. Alors dans le film, elle est hollandaise, on ne sait pas pourquoi. Voilà, bon. Une intérimaire. Elle s'appelle Marguerite comme l'autre. Alors autant elle s'est bien entendue avec De Funès qui au début avait un peu de mal. Dans une scène, elle lui dit ne me touchez pas, De Funès, ne me touchez pas. Tu sais, dans la scène dans la voiture, on est balancé, je dois me coller contre vous. Elle dit qu'Oluche n'a pas été un bon camarade de jeu. Elle me dit, elle n'en garde pas un bon souvenir, voilà. Et alors elle a joué dans Don Juan 73 de Vadim, Les doigts dans la tête de Jacques Doyon. Et juste avant le Zidi, elle joue un film qui s'appelle Néa de Nelly Kaplan, où elle a des scènes de lit très très torrides avec Sami Frey. Le film est dispo, si jamais vous voulez le regarder. Et voilà, donc c'est la première fois que je la voyais à l'écran, et c'est une très très jolie comédienne. Puis cette fameuse scène dans la voiture. Ça ne vous gêne pas? Non. En Hollande, on porte toujours des sabots, pas ça. Qui pourrait plaire qu'à Tarantino, tu vois, où elle pose ses petits pieds là, voilà. En tout cas, quand tu es gamin, tu vois Anne Zakaria, ça te trouble. Quand tu es ado, je veux dire... Il y a une interview de Funès qui parle du casting. Il dit qu'il a vu Anne Zakaria dans le film de Nelly Kaplan. Alors, j'aurais bien voulu être dans le salon de Funès en train de regarder Néa, qui est un porno soft assez ringard, assez raté, qui surfe sur le. Excusez-moi, je l'ai pas vu. Je vais arrêter l'émission et je vais aller regarder. Et ensuite, je reviens dans une. Pour le coup, c'est plus la cuisse que l'aile dans le film. Ouais, oui. Chaque année, un événement considérable met en ébullition le monde de l'édition. Le fameux guide du chemin. Vous saviez que le guide Michelin, au départ, c'était un guide qui donnait les noms des garages. Et c'était un guide qui était offert au départ. Et un jour, le patron du guide Michelin, qui était en tournée provinciale pour le restaurant, va dans un hôtel, voit une grande armoire normande avec un pied cassé. Et sous les pieds, il y a 3 guides Michelin pour caler l'armoire. Il a appelé la maison mère, dit « C'est fini, on ne l'offre plus, on le vend. » Anecdote réelle. Hein. Ça vient aussi d'un guide gastronomique qui écrivait des critiques, le guide Michelin, et qui faisait beaucoup de routes. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça du chemin aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui passait dans les restaurants et on l'appelait ils avaient retrouvé cette anecdote-là d'un mec qui faisait beaucoup la route et qui notait des restaurants types dans les années 50, qui était très connu, qui était un espèce de grand épicurien de la bouffe, de la table et de la littérature. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est à retrouver. Désolé. En tout cas, le film a ce côté effectivement un peu road movie, puisqu'ils partent sur les routes à un moment du film. Et Jeff, je viens de voir dans mes notes que Guillaume, pour finir sur lui, se relevait également d'un infarctus avant de commencer le film. Tu te rends compte? Oui. C'était incroyable quand même, c'est très dangereux pour le cinéma. Et Atman, à propos de cinéma et d'acteurs, moi il y a un truc j'en parle souvent dans le show qui me gêne, c'est quand les gens font semblant de manger au cinéma, tu sais, parce que tu dois faire 10 prises, donc on crache en général dans un seau et tout. Je veux savoir comment tu gères toi la nourriture à l'écran par rapport au nombre de prises, par rapport au raccord. Est-ce que tu commences à manger avant quand on dit moteur? Comment tu gères le truc? Alors il y a des astuces pour manger au cinéma. D'abord, il faut prendre de la salade. Parce que la salade n'est pas bourrative et elle amène les choses. Deuxièmement, les gens n'osent pas manger au cinéma et les gens n'aiment pas trop ça parce que c'est lié à la script. C'est pour être raccord. Alors, c'est un enfer. Les Anglais le font très bien et on peut s'en servir de façon magnifique aussi. C'est faisable. Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut aller vers Ils prennent souvent des gnocchis, là, des patates souvent, et de la salade, ça passe mieux, et c'est souvent plus raccord. Voilà. Après, quand tu commences à prendre des plats en sauce, comme un truc comme ça, vraiment, moi j'ai fait ça dans un film, j'avais mangé des bananes.
Enfin, ça a duré des heures. Après, j'avais bu des fausses limonades aussi sur un western. C'était long, on n'en pouvait plus. Il n'y a que des mecs qui savent faire ça. Je crois que Ventura était un grand spécialiste de ça. Bon, Gérard Depardieu aussi, je pense. Gabin, tu vois Gabin manger de façon magnifique dans les films. Mais je crois qu'il nous imposait un peu ça. Hein. Tu vois, je crois. Quand De Funès, par exemple, mange dans le restaurant, moi, il y a dans la scène où il le fait goûter à son fils la soupe et tout. D'ailleurs, pour moi, il y a une grosse hérésie quand il met un Alcalde Césaire dans de la Romanée Conti. Là, on a envie de. J'imagine que le majordome, il va être en déti à un moment donné. On est dans un pays qui devrait célébrer ça, d'ailleurs, qui devrait célébrer la grande bouffe, la grande tradition française. On est quand même connu pour notre quand même grande qualité gastronomique. Et on n'a pas fait quand même de grands films sur la bouffe. Même le Festin de Babette a été fait avec une Française comme actrice. Ah, mais a c'est été Marco fait par... Ferreri. Hein La grande bouffe. La grande bouffe, c'est italien. Ouais. D'ailleurs, le film a des accents de grande bouffe, hein, dans son éclairage très comédie, dans son côté un peu âpre, de la saucisse et tout. Voilà. Voilà, je trouve L'aile ou la cuisse, c'est le profil parfait pour nous, pour notre génération, du fameux film de TF1 du dimanche soir. Et lorsque tu es gosse et que tu vois ça, cette usine Tricatel, tu parlais de salade, quand tu vois la salade en feuilles de latex, là, dans le film Le poulet, le poisson, tu es émerveillé quand tu es gosse, tu vois ça. Et surtout, une scène qui me faisait flipper, c'est quand je voyais Guillaumard, là, le Dark Vador de la malbouffe, être aspiré par cette grande mâchoire avec les flammes derrière. Avec les ondes d'amour. Oh là là, mais moi j'étais gosse, hein, je voyais ça, mais j'étais vraiment impressionné. Hein. Et d'ailleurs, Philippe Bouvard s'en est servi, puisqu'à la rentrée suivante, en septembre, il a fait une émission qui s'appelait De l'huile sur le feu, où c'était des duels de deux personnalités. C'est drôle. Et donc Philippe Bouvard s'est servi de cette expérience-là, quoi. Mais si on fait un saut sur ce duel, on est plus dans une émission, on est vraiment dans des débats politiques d'entre-deux tours. C'est assez bien fait, je trouve. C'est un côté très, très campagne politique. D'ailleurs, dans le film, il y a une vraie campagne politique. Ils essaient de trouver, sans mauvais jeu de mots, des casseroles à chacun. Tricatel qui n'a pas de goût, l'autre qui a l'usine. Et il y a ce débat politique où tout d'un coup, comme le jet des 1000 francs goûte des plats, l'autre à la Jean-Pierre Coff dit que c'est de la merde. Vraiment. Et en fait, on lui dit que c'est ses propres plats. Et il a un côté très, très truculent. Presque le débat Le Pen tapis. Il a un côté très tapis, je trouve, Tricatel, à taper dans ses mains, à être d'une vulgarité. On sent vraiment qu'il a mis de la sauce sur son costume et qu'il y va quand même. Monsieur Bouvard, monsieur Charles Duchemin vous demande au téléphone. Le directeur du guide? Oui, oui. Allez-y. On va en parler de Philippe Bouvard. La scène où Philippe Bouvard vient le voir, où il choisit les noms, il arrache le papillon. Il arrache la feuille. Il arrache la feuille. C'est des trucs d'acteur. Mais c'est incroyable. Il dit, mais celui-là est très, très bien. Et quand tu lui dis, vous êtes l'héritier de Machiavel, il n'a rien compris. Il dit, moi, je me suis fait tout seul. Il est d'une... Un fils à papa. Je suis pas un fils à papa. On sent que l'acteur, là, on est vraiment sur la quintessence de ce qu'un acteur peut apporter à un rôle. C'est-à-dire une espèce vraiment de truculence, il est rabelaisien. Oui. Et puis il fait un truc formidable, c'est que c'est un vrai méchant, il est machiavélique et diabolique même, mais on l'aime quand même. C'est comme on disait des méchants, on aime le haïr. Et ça, il faut vraiment être fort pour garder la sympathie du public alors que tu joues une crapule comme ça, quoi. C'est d'ailleurs le seul rôle où De Funès, un des films avec Fantomas, a un vrai méchant en face. Hein. D'habitude, il n'a pas vraiment des méchants, peut-être à Mario David dans Un gendarme, ou de là, il a un vrai méchant qui va affronter, et c'est assez jubilatoire. Le duel est passionnant. Et à propos de Fantomas, Jeff, quand on est dans l'usine de Tricatel, ça fait penser aussi bien au repère du méchant de James Bond qu'à Fantomas, cette espèce d'esthétique rétro-futuriste que j'adore. Les mecs en casse de chantier, en combinaison, etc. Alors, savoir que c'est tourné en studio, mais l'usine filmée de l'extérieur, c'est l'usine Pernod de Créteil. Ah ouais. Il y a un plan d'extérieur. Alors, on revient sur le casting, sur les petits rôles. Pour l'inspiration, musique. Celui qui passe le 10 de Wagner au début, vous avez repéré qui c'était? Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Daroussin, non. Bruno Moineau. Bruno Moineau, oui, c'est vrai. Exactement. Le fameux Prescovic, alors c'est peut-être là qu'il a appris à faire le clou, on ne sait pas, ce jour-là. Hein. et surtout, là, une scène qui est très drôle, c'est le sommelier Macronet, avec ses spasmes, là, tu sais, comme ça, etc. Putain, il arrive. C'est un numéro de cabaret. Ouais, c'est ça, c'est un numéro de cabaret. C'est le genre de clown qu'on pouvait voir dans les films de Mel Brooks. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont des performeurs qu'on met tout d'un coup dans une scène, ouais. Ça, c'est Fechner qui l'a imposé. C'est Fechner qui l'a amené, faisant des cabarets. Il était magicien, je crois qu'il faisait des tours de magie, Macronet. C'était le pré-Garcimore, c'était le magicien Lagarde qui... ouais.
On le voit dans les Tontons Flingueurs. Hein, Flingueurs, ouais. C'est Ouais. de Valentino Valentini. Et il y a une scène que je trouve très drôle dans le film où il en fait pas des caisses quand il est sur son fauteuil avec le dentiste. 1 sur 20. Quand il goûte les desserts pour enfants. C'est-à-dire que 1, 2 sur 20. 2, et le troisième, même pas il le goûte, 0. C'est clair, net, précis, etc. Et c'est plein de petits second rôles. Et d'ailleurs, il y a le deuxième sommelier. Celui qui goûte avec Romané Conti. Ouais. Voilà. Comment il Et s'appelle c'est celui qui joue dans Coup de tête et qui vomit sur le chauffeur de bus. C'est à Tout cause à de lui fait. Génial. qu'il y a l'accident de. Il y a le quart des joueurs qui s'est viandé. François Vior. C'est François Vior. C'est ça, Bravo. exactement. François Vior, tout à fait. Pour revenir à ce que tu as dit sur la scène des yaourts, ça c'est des grands acteurs. On a De Funès. On l'attend toujours sur des scènes de gag, des grosses, mais sur des scènes d'exposition, sur des petites scènes comme ça, où la scène où il regarde Sophie, tu veux pas partir avec nous en tournée, il a un charme. Il a une façon de jouer ça, avec une dextérité, avec un métier incroyable, un délié dans la voix, qui est quand même très, 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 très fort. Et la scène du dentiste où il va évacuer, où il parle à Dalio, c'est formidable quand il signe avec le. Ça va très bien. Oh, ça va très bien. Le semainier avec le truc. Il a plein Ouvrez de la bouche. Voilà. Il ouvre les yeux. La scène du téléphone en disant un apéritif au salon de gravure, je viens tout de suite, monsieur. Ça, c'est des scènes incroyables, voilà. Tu as vu le plombier, le faux plombier, c'est Yves Afonso, qui était un peu la gueule de Belmondo à l'époque. C'est le Jean-Paul de Wish, en fait. Ouais. C'est le générique de Jean-Paul. C'est son générique. Mais exactement. La scène du plombier, ça vient d'une histoire vraie. Ce sont les écoutes au Canard enchaîné. Ils avaient envolé Giscard avait envoyé des plombiers. C'est un peu le Watergate. C'est notre Watergate à nous. Ouais. À nous, petit Watergate. Ouais, là où vit De Funès, là, ses bureaux, tout ça, c'était l'ancien hôtel particulier de Gustave Eiffel. Waouh, magnifique. Ouais. Et oui. Le film était un énorme succès au box-office, numéro 1 en 1976. Près de 6 millions d'entrées, c'était quand même énorme pour l'époque. Donc il a vraiment rencontré son public et ça a redonné un coup de sang à De Funès et ça a lancé Coluche, qui est vraiment un grand clown, parce que c'est pour les enfants. Tu as vu qu'il joue quand il est au cirque et qu'il fait le clown, on sent que c'est un truc qui est vraiment pour les enfants et que c'est tout public dans le meilleur sens du terme, quoi. C'est formidable. Très belle scène de photo, une très belle photo où tu as De Funès qui est habillé en clown. En fait, c'est pas du tout une scène coupée, c'était une photo promotionnelle. Ah, c'est ça. Et De Funès aurait rêvé de jouer un clown dans un film. Il a regretté de ne pas lui trouver une petite scène. Et c'est juste une photo promotionnelle pour le film, rien de plus. C'est pas une scène coupée. Il y a une scène de trapèze, il y a 2 scènes qui ont été coupées. Il paraît qu'il y aurait eu une scène un peu dangereuse de trapèze avec Coluche dans son cirque. Voilà, parce que quand on voit l'éléphant, là, on devrait faire des éléphants. Moi, je voulais avoir cet éléphant chez moi, je trouve ça génial. Cette scène de passation de relais, des scènes un peu larmoyantes où il dit c'est raté comme toi avec la tarte à la crème. Ah ouais. Il y avait une scène de trucs qui avait été coupée et une autre scène qui avait été coupée et on comprend qu'elle a été coupée, elle ne sert à rien, mais qui aurait été encore plus drôle, je pense. C'est la scène des étoiles du relais des cigales, sur la fameuse scène de Vittorio Caprioli. Les relais des cigales. Ça vous rappelle rien? Spécialité italienne. Il y a De Funès au début du film qui mangeait chez Caprioli au relais des cigales, qui lui enlevait les étoiles, et quand on le voyait réapparaître, il y avait la vengeance. Il y avait la symétrie des deux. La symétrie, ils l'ont coupé, ça. Voilà. Elle est bien, cette scène de relais des cigales. La plus belle scène du film, c'est celle-là, pour moi. Hein. Parce qu'on a cet c'est acteur un Caprioli. classique de la comédie, Karpov. parce que c'est quasiment du film muet, quoi. C'est très, très drôle. Karpov s'est recyclé. Il y a le même amour, on parlait de Peter Sellers, mais il y a le même amour du déguisement, parce qu'il passe son temps à se déguiser pour se masquer son identité du chemin. D'ailleurs, il est reconnaissable à chaque fois, d'ailleurs. C'est le but. En vieille dame, ça fait penser aussi à La Folie des Grandeurs. Oui, c'est vrai. Ah oui, Comme ça. Et Jeff, il parle aussi bien anglais que toi, t'as vu, quand il fait l'américain. Ah oui. Alors, j'aime beaucoup aussi, alors ce qui m'impressionnait quand j'étais petit, c'était notre DeLorean à nous, c'était la voiture de Coluche. Mademoiselle, j'aurais quelque chose à vous dicter demain matin. La Passeur, ouais. Ah oui. La Passeur, moi, ils l'ont vendue, je pense, pendant 4-5 ans, et c'est une voiture assez futuriste pour l'époque. Étonnant, effectivement. Ça fait C'était la voiture d'une BD qui s'appelait Karateka, je crois, un truc japonais. On la voit dans d'autres films, hein. On la voit dans Un éléphant, ça trompe énormément, dans Beethoven, dans Man in Black 2.
Donc c'était vraiment une voiture assez. Ouais, ouais. Et l'acteur de l'auberge de la truite, là, ce type, on lui donnerait. Il a vraiment une tête de garagiste. Pierre Forger. Where are the toilets, please? Au fond du couloir à gauche. Extraordinaire, ce type. C'est celui qui joue le receleur dans Marche à l'ombre. Voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Et qui gueule avec du Coca-Cola face à l'anglais de Funès. Quand tu vois les cuisines, là. Alors, je pense que Benex s'en est inspiré. Il y a une scène de 37-2 où Anglade va dans les cuisines faire une pizza et il prend une pleuve et il met de la cendre dessus. Je ne sais pas si Benex s'est inspiré de ça, puisqu'il était premier assistant. Et il y a une scène que j'adore, c'est dans le resto japonais. Il n'y a pas de dialogue. Juste à la fin. Ouais. C'est le mec qui fait de la musique carrément avec le sel, le poivre. J'adore cette scène. Il surfe un peu sur Bruce Lee à l'époque. On sent qu'il y a vraiment le 76, le jeu de la mort. C'est vrai, et puis le début de ces restaurants comme Benihana, qui sont ces restaurants où c'est aussi bien un show qu'un dîner, où le serveur japonais fait un numéro devant toi en te jetant une crevette dans la bouche. Donc effectivement, là, t'as un grand numéro de clown avec Bussière aussi. Bon, il y a un truc qui m'énerve aussi au cinéma, c'est les gens qui mangent pas, mais aussi les valises vides. Quand les gens portent une valise et on voit qu'il n'y a rien dedans. Et là, ils ont tous les trois la même valise vide et ils n'arrêtent pas de se la repasser, mais ça fait un grand numéro de clown une fois de plus. C'est un grand numéro quand même qui est très Oury, très Chaplin, très Peter Sellers. On est vraiment sur Black Edwards. Le coup de la valise, là, moi je trouvais que tout d'un coup, il a quand même il a upgradé un peu Zidi là. Il sortait de trucs comme ça avec des grands acteurs. On sent que lui aussi est en progression. Il va arriver vers les ripoux bientôt. Il va arriver sur l'animal et aussi beaucoup d'inventions. Mais je veux revenir sur les gros mots chez De Funès. Dans la scène avec Caprioli, il ne dit pas le gros mot merde. Et c'est toujours ça, parce que De Funès, il voulait vraiment pas effrayer les enfants, pas se montrer vulgaire ou grossier face aux enfants dans ses films. Et quand Caprioli dit « Autrefois, maintenant, je vends de la merde ». Et là-bas, déjà, c'était déjà de la... Oui, mais c'est moi qui la faisais. Ça en était déjà, ouais. Voilà, ça en était déjà. Toute la journée, je sers de la merde. Hein? Eh oui. Mais au relais de cigale, c'en était déjà. Il ne dit pas le gros mot et on sent vraiment un truc, mais il y va, quoi. Alors que je pense que dans la vie, il devait dire des gros mots comme tout le monde. Atman, tu parlais des films de nourriture. Il y a d'autres grands films de nourriture. Il y en a un qui est Big Night. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec. Moi, je voudrais le remake qui est au théâtre avec Stanley Tucci. Et, c'est un chef-d'œuvre. C'est avec Yann Holm. Tu sens qu'il y a un amour de la nourriture formidable. Et le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant aussi. Il y a beaucoup de plats. Voilà, exactement. Et puis un autre, et dans tous les films de Miyazaki, il dessine magnifiquement la nourriture. Les films japonais de Miyazaki, il y a aussi un hommage à la nourriture extraordinaire. Donc c'est très, très cinématographique, sauf un truc qui est le vin, qui ressemble toujours à du jus de raisin. C'est difficile d'avoir c'est-à-dire que quand il décrit le château léonien en passant, je sais pas, on a vraiment de la grenadine, quoi. On se dit, mais c'est peut-être... Alors, c'est la lumière de l'époque, parce qu'on a Claude Renoir quand même à la photo, la grande vadrouille, l'espion qui m'aimait. Et il fait une lumière quand même très, très marquée. On sent vraiment qu'il y a du Koukaris, c'est des gros 5 kilos sur le plateau. Ça fait quand même une lumière très, très clownesque, mais qui marche très bien avec le film, qui le rend très, très vague. Et c'est Jean-Paul Schwartz qui a pris sa place au milieu du tournage. Il était déjà un peu malade. Et à propos de vin, rappelez ce qu'avait dit Jean Gabin. Je boirai du lait quand les vaches mangeront du raisin. Mais tu sais, il y a Pierre Richard qui nous avait raconté que sur le tournage de Dubarry, il avait, dans les scènes de banquet, il avait amené son vrai vin et il servait son vin à Johnny Depp, qui était ravi pendant les prises de boire du vrai vin, alors que ça fait compliqué, ça aussi, à se gérer entre les prises. Le dernier spectacle de mon pote Laurent Gérard, qui s'appelle Laurent Gérard se met à table. L'arrivée sur scène, tous les musiciens ont des toques de cuisinier. Et l'intro se fait sur la musique de Vladimir Kosmal d'El Bois la Cuisse. Ah voilà, on peut en parler, c'est magnifique musique qui mélange une fois de plus le classique et le jazz, qui est une très belle idée, puisque c'est à la fois l'identité de De Funès et celle de Coluche. Ouais. Et surtout, il démarre le film comme une espèce de grande symphonie versaillaise à la Lully, pour aller vers un générique jazz genre Aujourd'hui Madame, mais il a un truc que fait Michel Magne dans Les Tontons Flingueurs. Il recycle cette musique tout le temps. À l'accordéon dans l'Auberge de la Truite, un peu en musique, un peu suspense dans l'usine. Et cette musique revient toujours un peu tout le temps. Et il recycle. Vladimir Kosma est un grand recycleur. Il y a cette musique de suspense que tu retrouves dans Banzai, que tu retrouves dans Le Coup du Parapluie. Le mec recycle en boucle, en fait, des trucs. Je sais pas, moi, je serais metteur en scène. Je dirais, tu l'as déjà refilé, celle-là, quand même, tu vois. À propos de recycler,
L'accessoiriste a recyclé le téléphone du film quand il est à la Coquille d'Or au début du film. Robert Lombard, qui est le patron de la Coquille d'Or, décroche un téléphone bleu, on voit qu'il décroche. Et dans quelques scènes plus tard, quand De Funès est dans une des auberges et il téléphone, c'est le même téléphone, on voit. C'est carrément dans l'esprit non recyclé, quoi. Moi, guide du chemin, je le fais quand ils veulent, quand ils veulent, hein, parce que le mec, quand il a cueilli la Coquille d'Or, se tape une cloche, mais carrément gargantuesque, presque un repas de Noël. Et alors, quelques remarques, ça va, j'étais un petit peu repéré, je vais y retourner. Bah, les gars, mais moi, j'y vais demain. Ça, c'est le métier, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est pas pour les mains, ça, c'est pas pour les véganes. Hein. La scène à l'hôpital où tu as Tricatel qui envoie 20 photographes, 20 journalistes. Il débarque comme ça à l'accueil de l'hôpital. La chambre de Monsieur Duchemin, la fille tranquille, c'est bon, 3e étage, allez-y. C'est une autre époque, ouais. Mais Jeff, tu n'as pas parlé d'un acteur que j'adore, je vais te donner un indice. Peur sur la ville, mon nom est personne. En privatif, du grec gueusis, goût, diminution totale ou partielle du sens gustatif. Ah bah oui. Jean-Martin. Jean-Martin. À Gueusis. Il est fantastique. Quand t'es petit, tu sais même pas ce que c'est à Gueusis, tu vois, mais tu te rappelles de Jean-Martin. À privatif, Gueusis, goût. Privé de goût. D'ailleurs, la rupture, pour revenir au grand comédien, la rupture de Guillaumard, quand l'anglais, un anglais que moi j'avais vu au théâtre, lui annonce un peu, c'est son espèce de petit secrétaire de souffre-douleur. C'est ce que fait un peu De Funès avec Jacques Dinam. Et quand il lui dit aiguiser la perte de goût, le rire machiavélique de Guillaumard. Duchemin qui aurait perdu le sens du goût. Et Darvador qui fait Arguzy et qui rigole, qui pouffe en prenant le téléphone pour appeler les journalistes, c'est extraordinaire. Là, vraiment, dans les. Et d'ailleurs, dans les petits détails, parce que Coluche va essayer d'enquêter sur lui, il apprend qu'il s'appelle Lambert. Oui. Lambert. Et Lambert, c'est le nom de Coluche dans Ciao Pantin. Ah, c'est drôle. Gérard, faut pas aller dans le drame. Je voulais faire une petite remarque sur l'accélération en voiture où Coluche n'aime pas du tout la vitesse par rapport à. Et il y a ce camion qui arrive dans le tunnel et tout. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à la fin tragique de Coluche. Il y a un côté comme ça, sachant qu'il meurt exactement 10 ans après. Hein. Il y a un film qui est très, très méconnu, qu'on ne cite jamais. C'est son dernier film à Coluche, Le Fou de guerre. Il livre une performance dans ce film. Et on parle tout le temps de sa perte dans Ciao Pantin, qui est aussi exceptionnelle. Mais dans Le Fou de guerre de Rizzi, il est juste magistral. Génial. Ouais. Et tu sens qu'il aurait été un super acteur, mais vraiment énorme, d'ailleurs. Ouais. Jeff, au casting, j'ai vu, mais je les ai pas vus à l'image, qu'il y avait Karine Viard, Mathieu Amalric et Denis Podalides. C'est vrai, ça? Oui, ce sont les enfants dans le cirque qui font de la figuration. Incroyable. C'est fou, ça. Bravo. Ah bravo. Oui, mais le mec. Et c'est dingue par rapport aussi à Coluche. Il n'y a que des accidents cardiaques sur ce film entre Guillaumard et De Funès. Et plus tard, Coluche, il va faire les restos du cœur. Je trouvais ça quand même pas prémonitoire, mais quand même assez bizarre. Parce que ça sera quand même le fer de lance d'avoir démarré sur un film sur la gastronomie et de finir avec un grand restaurant à ciel ouvert pour tous les gens pauvres de France. Donc il y a quand même des petits parallèles, des petites choses du destin qui sont quand même notables. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. On peut citer encore une dernière fois un petit acteur, parce qu'on n'en parlera jamais sinon, un acteur qui s'appelait Maurice Vallier, c'est un comédien suisse. C'est lui qui met en garde de Funès. Il s'appelle Davray dans le film. Labré, votre tournée en province. Justement, monsieur le directeur, je voulais vous en parler. C'est lui qui met en garde de Funès. Je crois qu'il s'agit de la chaîne Tricatel. Et ce gars-là, on le voit dans Peur sur la ville encore. C'est lui qui sonne à la porte de Nora Elmer au début, qui fait le mec inquiétant. En fait, il se trompe juste de porte. Ah oui, c'est ce comédien-là qui joue donc Davray dans. Étonnant. Il y a Dominique Davray aussi. Il y en a encore une, monsieur Duchemin. Encore une. Encore une. L'infirmière qui a joué dans tous les deux Funès. Tonton Flingueur, elle joue la patronne du bordel. Fantastique. Tu vas le lâcher, oui. Tu vas le lâcher. T'as fini d'emmerder ce gosse. Lisez cela, il n'y a que des nouvelles horribles. Elle est forte, celle-là, là. Vous dites? Fantastique. Elle est extraordinaire sur les piqûres. Mais le Mélodie en sous-sol, c'est elle qui a le spa, le truc, le hammam. Massage, oxygénation, peignoir. 34 francs. Dis donc, tu connaissais pas mon ami Charles? Maintenant, je le connais. Elle est gracieuse, cette dame. Non, mais il y avait vraiment du très très lourd. Là. Alors pourtant, je suis fan. Il y a une scène sur laquelle j'ai de réserve, mais même qui me faisait pas rire à l'époque. C'est la scène de l'inversion de valise. T'as pris ma valise? Elle est beaucoup trop longue. C'est le seul moment où tu es proche dans le film. Ouais. Et quand il y a le truc, c'est hyper long. Un peu mécanique, effectivement. Ouais. Il y a un moment où De Funès joue très 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 bien, c'est quand il analyse le vin.
juste par Oui. sa couleur. Parce qu'il a la gueusie, mais là, tu sens vraiment un très grand acteur, parce qu'il a un tunnel, il a une espèce de monologue, et il le fait magnifiquement. Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat. C'est un Bordeaux. Mais alors, pour cette scène-là, il y a Vidi, alors ça, il s'est répandu, Vidi. Il n'a pas aimé la réaction de l'acteur, alors que c'est lui qui lui a indiqué Tricatel. Ah non. Ah non, il n'a pas le droit, hein. Il n'a pas le droit. Ah non, 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 pas lui. Alors que Tricatel a l'information qu'il sait qu'il a Agusi, et que peut-être il va le boire. Et c'est un vrai. Alors ça, il en parle vraiment comme vraiment un échec dans sa vie de metteur en scène, Zidi, en disant il n'aurait jamais dû le laisser tourner comme ça. Mais je trouve pas, parce que ça aurait fait perdre en énergie. Il est tout en énergie, Guillaumard. Et il faut dire que De Funès est comme un enfant qui ne peut pas acheter des gâteaux devant une épicerie, devant une boulangerie, parce que maintenant, il est vraiment privé de. On a su qu'après, plus tard, De Funès continue à boire des petits coups de blanc quand il allait au marché, à l'église, à la fin de sa vie, qu'il avait totalement arrêté de fumer, mais que c'était quelqu'un qui aimait bien boire un petit coup. Et on sent quand même qu'il connaît bien le vin, qu'il connaît un peu tout ça. Tous ces gens-là, ils ont quand même beaucoup souffert pendant la guerre, ils ont vraiment manqué. Ils savent toutes ces choses-là, ils savent les bonnes choses, ils savent les... Mais tu parles de la guerre, mais dans la traversée de Paris, il est effectivement avec son cochon et toute sa bouffe. Il y a déjà cette tradition de nourriture française magnifique. Là, un cochon qui n'a pas eu à se plaindre. Vous y connaissez? J'aime beaucoup la charcuterie. Voilà un film qui parle d'ailleurs beaucoup de bouffe. Ouais, c'est vrai que ça a déjà oublié ce parallèle-là, c'est très intéressant. Ouais. On dit un petit mot sur Claude Zidi après? Oui, allons-y. Oui. Claude Zidi, sa maman s'appelait Marguerite. Marguerite! Vous vous appelez comment? Marguerite, et vous? C'est peut-être un petit clin d'œil qu'il a fait. Hein. Et son père? Son père, je connais très bien. C'est Moed Tayeb Zidi, monsieur, un Kabyle. Tu l'as rencontré? Le petit frère. Claude Zidi, mais écoute, le regret de ma vie. Jean-Paul déjeune avec lui chez Lip en septembre 2020, juste après les vacances, et j'étais pas à Paris. Et il m'appelle le lendemain pour dire, au fait, j'ai dîné avec Zidi chez Lip. J'étais en folie. J'ai raté Claude Zidi. Tu dis un Kabyle, c'est Jesse Kabyle, c'est ça, non? Ah. J'aime bien l'affaire. Pardon. Tu as failli le rencontrer 2 fois, Atman? Non, je l'ai rencontré parce qu'il tournait avec Laurent Deutsch sur Les Ripoux, 3. Ouais. Et moi, je faisais une vignette pour Canal+ avec Laurent Deutsch. L'armée de terre recrute. C'est génial quand? Mais imagine, on va être militaire dans l'armée, Marines, avec la retraite à 40 ans, ouais, et un flingue. Et il était fasciné par cette vignette qui s'appelait... C'était 2 chômeurs dans une laverie. Et il est venu sur le plateau regarder les gags, les trucs qu'on avait discuté. Et une deuxième fois, je suis allé voir inviter le spectacle de Laurent Gérard. Il y a une photo qui... Et il est venu, et je l'ai saoulé, moi, Zidi, parce que j'ai été inspiré, moi, sur mon film sur la pétanque, par cette scène qu'il avait avec Depardieu et Coluche dans L'inspecteur La Bavure. Je me dis, j'ai eu un acteur sur 2, et j'étais fasciné. Je dis, mais c'est ça qui m'a donné l'idée d'écrire un film sur la pétanque, avec cette scène de pétanque qui a l'inspecteur, et on en avait parlé. Et j'arrêtais pas de lui dire, mais arrêtez de me saouler, de dire que vous m'aimez. Je dis, mais oui, je vous aime. Moi, c'est le premier que je veux dire. Formidable! Claude Zidi est né à Paris le 25 juillet 1934. Voilà, bon, on va faire. En 1955, il sort diplômé de l'école technique photographie et cinématographie, et il est engagé comme stagiaire sur le film de Marc Allégret, L'amant de Lady Chatterley. Et dans le cinéma, au départ, il a commencé à bosser avec Franju, Mocky, René Clément et surtout Claude Chabrol, avec qui il a appris beaucoup de choses. Claude Zidi, je crois que ça serait mieux si René entrait plus tôt. À quel moment tu commences le rail par rapport à la position de Gilles en sortant de l'école? Il a même fait des productions hollywoodiennes, comme Le Train, Le Jour le plus long, ou Charade de Stanley Donen. Et c'est en 71, sur le tournage de La Grande Java, où il est assistant, un film de Philippe Clair, qui va bien s'entendre avec Michel Ardan, le producteur, et avec Les Charlots. Ce qui fait que le film suivant des Charlots, qui devait se faire avec Philippe Clair, comme ça s'est pas très bien passé avec Les Charlots, mais Les Charlots imposent Claude Zidi. Et c'est comme ça qu'il a fait son premier film. Donc derrière, il enchaîne avec Les Charlots, des gros succès pour l'époque, hein, Fou du Stade, Grand Bazar, Bidas en folie. Hein. Voilà. Ensuite, il fait 2 films donc avec Pierre Richard, La Moutarde Montonnée, La Course et l'échalote. Il rêve de tourner avec Belmondo, ce qui se fait évidemment avec l'animal. 2 films avec De Funès, c'est La Zizanie et L'aile ou la cuisse, voilà. Et son premier flop, c'est un film avec Jacques Villeray qui s'appelle Bête mais discipliné en 80. Voilà. Et suite à ce flop, ses producteurs habituels, Berry et Christian Fechner, ils ont des soucis financiers. Et de lui-même, il va produire la première fois qu'il prend des films qui s'appelle Les Soudoués, une petite pochade sans prétention, faite avec 3 francs 6 sous et qui a fait un carton et qui fait toujours les beaux jours de la télé. Les années 80-90, il va continuer à faire des cartons, hein, que ce soit les Inspecteurs La Bavure, Les Ripoux, à la surprise générale, César du meilleur film et César du meilleur réalisateur. Voilà. Et il connaît un échec notable avec un film que j'adore qui s'appelle 2. Madame Lambert,
père ne peut pas venir faire les visites avec vous? Non, non, tant que ce seront des visites pour rire, Madame Lambert ne se déplacera pas. Vous savez, elle est un peu âgée, hein, et en plus elle habite Nancy. Vous vivez en province? Moi non, mais ma mère, oui. Ah, pas de femme. Ou plutôt plusieurs. Je fonctionne par rotation. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est une histoire d'amour. Et à chaque fois qu'il a voulu sortir de la comédie, ça a fait un flop. Profil bas avec Patrick Bruel, c'est un polar. Il s'est ramassé. Et 2, qui est un petit bijou, Marouche Cadette Mers de Pardieu, que je vous conseille. Évidemment, La Totale, début des années 90, qui a été repris par ce cher James Cameron pour faire True Lies. Il va faire le premier Astérix, quand même, qui va être aussi un carton au box-office. Et Claude Berry l'embauche parce qu'il sait qu'il travaille bien en temps et en heure. Voilà. Et la fin de sa carrière, il va connaître deux insuccès, qui sont Les Ripoux 3, qui n'aura pas le succès des 2 premiers, et La Boîte. Voilà. Mais en tout cas, il a 91 ans aujourd'hui. Ouais, il a 91 ans aujourd'hui, il profite d'une retraite bien méritée, et voilà, pour avoir rempli les salles de cinéma, avoir fait rire les Français, voilà. Et comédie de Claude Zidi, j'ai dit tout à l'heure, c'est l'archétype du cinéma du dimanche soir pour nous, et je pense que voilà, ce serait judicieux que l'Académie des Césars, tout comme pour le grand Francis Weber, se mette à lui donner un César d'honneur plutôt que de donner à des Américains qu'on aime bien, hein, mais on a aussi des grands réalisateurs français, il faudrait pas les oublier, voilà, surtout des grands réalisateurs qui ont rempli les salles de cinéma. Voilà, pour les remercier d'avoir fait tant rire. Pour finir sur Claude Zidi, déjà quand on était petit, quand on entendait le mot Zidi, on savait qu'on allait rire. Je ne sais pas pourquoi, mais on savait un film de Claude Zidi. On entendait beaucoup de Catherine Langer dans la séquence du spectateur qui en parlait. On savait qu'il allait y avoir des extraits de La moutarde au mentonnet ou de l'aile ou de la cuisse. P sur 4 et 3, P sur 4, partie assurée. Et petit f égale, n'oubliez pas A, ici, vaut donc A. B, U, sinus de X plus 2. Tout le monde a bien compris? Pour revenir sur 2, il avait dit quand j'ai su que j'avais un bon Libé, un bon Télérama et un bon truc, j'ai eu très peur. Je savais que j'allais pas faire d'entrée parce que d'habitude, ces gens-là m'allumaient la gueule. Donc, il savait qu'avec 2, il allait en prendre plein la gueule. Le film n'a pas échappé, quoi. Le film a été un flop. Et d'ailleurs, moi, mon film préféré de lui, qui raconte quand même, qui s'est un peu laissé aller à aller vers un cinéma très intellectuel et qu'il faut revenir au gag, c'est Les Rois du gag. Je ne passerai pas dans les coups. Le dernier homme est coincé. Poussez, grosse feignasse. Que je trouve magnifique. Dernière apparition de Coluche chez Zidi, parce qu'elle en a fait 3, Coluche, où il est très très drôle avec l'ermite et Junio. Je trouve ce film formidable. Enfin, c'est moi qui étais venu voir. Jaloux. Et Michel Serrault au sommet. Il en a fait 4, Coluche. 4 Coluche, il y avait... ah oui, il y avait Le Grand Bazar. Tu veux que je porte la petite? Non, tu la laisses toujours tomber. Banzai. Oui, pour Le Grand Bazar, moi je parle en... Donc il en a fait 5. Et Banzai, l'aile de la cuisse. Seulement en cas de nécessité, monsieur. Non, mais j'essaye. L'inspecteur de la bavure. Vas-y. Oui, mais ça me fait peur. Quand il fait l'inspecteur à la bavure, il tourne en même temps les Soudoués, hein, à l'époque. Pendant le montage, ouais. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur l'aile ou la cuisse le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Bien, merci mes cinébodies pour ce voyage gastronomique dans une des pièces de résistance de la carrière du grand Louis de Funès et du grand Claude Zidi et du grand Coluche. Top Jeff au top comme d'habitude et Atmen, un podcasteur 3 étoiles, cher au cœur de Kinopod et dont on espère qu'il ne disparaîtra pas à nouveau pendant 3 ans. J'ai eu un arrêt cardiaque. Et t'as dû payer des assurances pour que je revienne. C'est bien, non? on a les médecins en coulisses là. Il y a une ambulance qui m'attend. Je suis très heureux d'avoir été là. En tout cas, voilà. Avec Jeff. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec plein de surprises et tous les 15 jours, une nouvelle tuerie du maestro Romain Lenhoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Jeff Domenech, Monsieur Claude Zidi, je ne sais pas si vous regarderez ce podcast, mais merci du fond du cœur pour tous vos films. Atmen Kelif. Merci, Monsieur Zidi, de nous avoir nourris, de nous avoir fait rire quand on était tout petit. Film qu'on pouvait regarder en famille, où on savait qu'il n'y avait pas le carré blanc, qu'on allait bien se marrer. Et surtout, cette phrase que j'adore, dite par Coluche. Ah là 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 là, c'est les présidents de la République. Ça, faut le jouer, hein. Faut y aller. Hein. Faut être dirigé. Ah, tu l'as très bien fait. Jeff, il paraît que tu es un spécialiste du vin. Ah ouais, vraiment. Merci pour ton verre. Tu savais, Atman, que j'étais un spécialiste du vin?
Oh, ça m'étonnerait, hein. Chez McDo, tu buvais que du coca et du Sprite. Hein. T'es un arnaqueur, t'es un tricatel de la vinasse. Bah, regarde ça. Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat. C'est un podcast, un grand podcast. Ce podcast part d'un film qui a 50 ans. C'est en 1976, une très grande année de cinéma. Celle du Jouet de Francis Weber, par exemple. C'est un kinopod. Un kinopod consacré au film de Claude Zidi, L'aile ou la cuisse, avec Jean Weber, Atman Khelif et Jeff Domenech, de décembre 2025. Exact. Parfait, je suis Jean Weber pour Kino Popote. Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres. Et maintenant, à mon dernier kino, je veux voir mes buddies et mes chiens et mes chats et le bord de la mer.